Dans l'immensité du monde de Valheim, certains peuples se sont élevés tandis que d'autres sont redevenus poussière. Pour les premiers, leur existence perdure encore et continue de transformer les paysages extraordinaires sur lesquels ils s'installent. Pour les seconds, le témoignage de leur vie passée marque le monde de blessures mal cicatrisées, rappelant à tous que rien n'est éternel. De la plus petite des maisons à la plus grande des cités, nous allons découvrir ensemble toutes ces constructions qui ont modifié à jamais l'environnement du 10e monde. À travers ces bâtiments, nous allons aussi découvrir l'histoire, parfois tragique, de tous ces peuples qui vivent ou ont vécu aux quatre coins de ce monde. Bienvenue dans l'architecture de Valheim. La cité d'Yggdrasil, le quartier ouest. À bien des égards, le quartier ouest est probablement la zone la plus importante et symbolique de la cité d'Yggdrasil. Situé sur la partie la plus fine qui borde la montagne de l'île Royale, ce quartier est la source même de la création de cette fabuleuse cité. En effet, c'est bien ici que les ancêtres du peuple d'Yggdrasil s'installèrent pour la première fois, il y a des milliers d'années de cela. Pour comprendre pourquoi ce quartier est aussi important, il est essentiel de parler de son histoire. Au fil du temps et de l'expansion de la cité, ce quartier a eu de nombreuses modifications, influencées principalement par les attaques régulières du peuple des Cendres. Autrefois, ce quartier s'étendait sur toute la partie ouest de l'île et même sur quelques dizaines de mètres sur la mer. Près de 3 siècles après s'être installé sur cette île, le peuple d'Yggdrasil, qui commença à devenir prospère et ne connaissait que très peu les conflits, fut surpris par une attaque de grande ampleur du peuple des Cendres, et ce n'est que grâce à une retraite désespérée dans les montagnes que les Yggdrasiliens réussirent à survivre. Henrik, qui était encore un jeune menuisier au moment de l'attaque, proposa alors au roi d'ériger de formidables défenses afin qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Le roi accepta et le nomma officiellement Henrik l'architecte. Avec ce titre honorifique, Henrik devint extrêmement important et modifia à jamais le quartier ouest et par extension, la cité elle-même. En 10 ans à peine, et ce grâce à la construction d'un camp militaire et d'une immense muraille, le peuple d'Yggdrasil, qui était alors un peuple pratiquement pacifiste, devint une très sérieuse puissance militaire. La cité d'Yggdrasil, à ce moment de son histoire, s'étendait toujours sur la partie ouest de l'île et la muraille protégeait la ville jusqu'au pied de la montagne. Le roi de l'époque fit construire son palais un peu plus haut dans la montagne, pensant que le simple fait d'être en hauteur lui assurait une totale sécurité, et ce,
malgré les nombreux avertissements d'Henrik, qui suppliait le roi de le laisser poursuivre la construction de la muraille afin d'encercler totalement le village. Le peuple des Cendres donna rapidement raison à Henrik, car à peine 5 ans après la dernière requête de celui-ci, ils attaquèrent la ville fortifiée avec l'entièreté de leurs forces et passa avec succès par la montagne afin de contourner la muraille. Le roi périt en premier, totalement démuni par la surprise. Heureusement, Henrik avait prévu qu'un tel drame puisse arriver et avait préparé en secret de sérieuses défenses afin de contrer toute attaque venant de la montagne, faisant croire au roi que ces défenses étaient là pour empêcher toute ascension vers le palais. Le peuple d'Yggdrasil, désormais prêt pour la guerre, opposa une formidable défense au peuple des Cendres. Après 3 jours de combats ininterrompus, les Yggdrasiliens sortirent vainqueurs de la plus grande bataille qu'ils n'aient jamais eu à mener. Mais le prix fut effroyable. Seules 15 familles, sur les plus de 300 que comptait ce peuple, survécurent. 15 familles, dont près de la moitié des membres dut être enterrés. Jamais le peuple d'Yggdrasil ne fut si proche de disparaître. Henrik, devenu roi par décision unanime, décida d'envoyer des émissaires aux 4 coins de Valheim afin d'inviter quiconque voudrait participer à la construction de la plus grande et fabuleuse cité de tous les temps. Tout du moins, c'était ce qu'il avait sommé à ses émissaires de dire lors de leur périple. Car la vraie raison était bien de sauver le peuple d'Yggdrasil de l'extinction et d'obtenir de l'aide afin de reconstruire sa ville. Pendant près de 30 ans, tous les efforts de ce peuple et de tout être ayant été convaincu par les émissaires furent consacrés à créer la cité d'Yggdrasil et l'armée la plus puissante que le 10e monde ait jamais vue. Durant ces 3 décennies, le nombre de familles passa de 15 à près de 2000, et la ville qui devint alors une cité s'étendait désormais sur la presque totalité de l'île, protégée par la grande muraille qui en faisait tout le tour. La cité d'Yggdrasil eut l'opportunité de tester son statut d'imprenable en subissant une attaque d'une ampleur quasi équivalente à la précédente du peuple des Cendres et des Embrumés qui s'étaient alors associés. Le terme ne fut pas du tout démérité, car la cité ne subit quasi aucune perte. Henrik devint alors tellement populaire et apprécié qu'on lui donna le statut de demi-dieu, et lorsqu'il mourut de vieillesse 10 ans plus tard, ses obsèques durèrent pendant 5 ans. Son fils, Harald, reprenant le titre d'architecte en l'honneur de son père qu'il aimait par-dessus tout, décida de consacrer sa vie à poursuivre l'élévation de la cité. C'était un roi très ingénieux et aux idées modernes, et il améliora considérablement les défenses de la cité, et c'est sous sa supervision que son armée devint une force militaire toute puissante. Au cours de son règne, Harald a pris de nombreuses décisions dont certaines n'ont pas toujours convaincu l'entièreté de la population. Mais il y en a une qui a fait l'unanimité. Cette décision, prise 50 ans après l'attaque qui a failli voir le peuple d'Yggdrasil s'éteindre, était de démilitariser la partie ouest de l'île pour y construire 15 maisons afin de rendre hommage aux 15 familles survivantes. Dans ces maisons, seules quelques rares personnes auront le droit d'y vivre, au vu de la symbolique éternelle à laquelle elles sont rattachées. Ces personnes seront soit les descendants directs des 15 familles, soit des personnes ayant contribué de manière significative à l'élévation de la cité. Depuis que cette décision a été prise il y a 3500 ans, le quartier ouest a vu passer d'illustres personnes au sein de ses foyers. Artisans, réflexionnaires, généraux, fermiers et bien d'autres ont contribué, en plus de leurs actions pour la cité, à perpétuer l'aura légendaire du quartier ouest. C'est un lieu qui, à part égale, représente la mémoire, la beauté, l'artisanat et la tranquillité. 4 des piliers fondamentaux de la société yggdrasilienne. Même son unique auberge jouit d'une réputation extraordinaire grâce à son ambiance et ses plats délicieux. Même si c'est bien sa politique interne qui a fait sa renommée. Car à l'auberge du premier temps, tout le monde est le bienvenu. Il n'est donc pas rare d'y voir se côtoyer seigneurs et commerçants, rois et paysans. Le quartier résidentiel ouest est, de fait, l'un des lieux les plus importants de la cité d'Yggdrasil et même de tout le continent.